Momie péruvienne dans les médias, il n'y a jamais assez de preuves concernant les extraterrestres, voilà mon avis. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en pleine forme. Je m'appelle Maris Varro. En raison de la nature de ce sujet, je dois dire ce qui suit pour respecter les règles et réglementations de YouTube, que je ne souhaite pas ignorer. Ce sujet peut être considéré comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je publie ceci à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends très au sérieux les informations que je partage, quiconque a des yeux pour voir. D'habitude, je n'aborde pas ce qui est tendance dans les médias grand public, sauf parfois quand il y a quelque chose à dire. Je ressens que c'est le cas aujourd'hui car cela concerne les extraterrestres, et je sais que beaucoup d'entre vous se demandent quelle est mon opinion sur ce qui se passe autour des 2 momies péruviennes, qui ont été présentées au Parlement mexicain il y a quelques jours. Certains affirment vivement qu'elles sont réelles, et qu'elles ont des radiographies et des échantillons d'ADN prouvant qu'elles ne sont pas d'origine humaine. De plus, la présence à l'intérieur de l'une des momies de métaux rares du type utilisé dans les ordinateurs avancés sur Terre de nos jours, fait d'elle la preuve indéniable que des extraterrestres ont visité la Terre dans le passé. Mais un autre groupe de personnes est sûr qu'il s'agit de faux bon marché, assemblés artificiellement à partir de pièces d'origine différentes, y compris des os d'animaux, le tout collé avec de la colle moderne. Par conséquent, ces personnes affirment que tout n'est qu'une escroquerie. Avant d'entrer plus en profondeur pour examiner tout ce qui se passe et tout le bruit autour d'elles, je tiens à partager avec vous ce que je peux dire sur les momies spécifiquement, de mon point de vue et des ressources dont nous disposons ici. Tout d'abord, j'ai recherché les espèces auxquelles ces momies péruviennes pourraient appartenir, en consultant les banques de données de ce vaisseau spatial, et celles auxquelles nous pouvons accéder à partir d'ici, à ce que nous pourrions appeler la version interstellaire d'Internet de la Fédération galactique, qui est la liaison de données à laquelle chaque race de la Fédération peut accéder et partager les unes avec les autres. Et qui est entièrement interstellaire, en temps réel, grâce à des impulsions de gravité codées ou des neutrinos muoniques codés. En d'autres termes, nous ne pouvons pas déterminer à quelle espèce appartiennent ces momies. Elles ont certainement de nombreux éléments qui les rendent similaires à certaines petites espèces de grilles de Zeta Reticuli, mais elles diffèrent également considérablement de tous les grilles que nous avons dans nos bases de données. Ainsi que d'autres petites espèces humanoïdes dont nous pourrions avoir connaissance, notamment parce qu'une de ces momies a 3 œufs à l'intérieur, ce qui nous amène à exclure presque toutes les espèces auxquelles elles ressemblent le plus physiquement, d'après nos bases de données. Les momies péruviennes sont gravement détériorées, et il est difficile de savoir à quoi elles ont pu réellement ressembler quand elles étaient vivantes, si elles n'ont jamais été vivantes. En examinant les radiographies, leur cage thoracique ne fait pas beaucoup de sens pour nous ici, y compris pour Sénétré, le médecin et biologiste de notre vaisseau. Le fait qu'elles ne figurent pas dans nos banques de données, ni dans celles de la Fédération, ne prouve pas qu'elles ne sont pas réelles. La preuve de l'absence n'est pas la preuve de la non-existence, cela signifie simplement que nous ne les connaissons pas. Il y a des millions et des millions d'étoiles, avec un nombre encore plus grand de planètes en orbite autour d'elles, et cataloguer chaque espèce est une tâche impossible, mais elle est quand même réalisée depuis des âges maintenant. Le catalogue extraterrestre est très vaste, dans les millions de milliards, mais nos ordinateurs holographiques quantiques peuvent rechercher une correspondance probable en quelques secondes, mais ils ne nous donnent rien de concluant. Cela nous amène également à la question inévitable suivante, sont-elles des faux? Nous pensons que c'est une possibilité, oui. Et elles le sont probablement. Nous ne les avons pas ici pour les examiner dans l'un de nos laboratoires médicaux, donc tout ce que nous avons, ce sont les données que nous pouvons recueillir en ligne. Et ce n'est pas beaucoup. Les tests ADN nous donneraient une réponse concluante, mais le problème est que la connaissance que les humains ont de l'ADN extraterrestre, et son fonctionnement, est proche de l'inexistant. Et elles sont biaisées par de nombreuses idées fausses sur l'ADN et des conclusions erronées auxquelles les scientifiques terrestres arrivent, basées sur des idées médicales hautement contrôlées et des protocoles.
ainsi que par les limites même de la science humaine, qui est également lourdement contrôlée, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le problème de la science sur Terre. En bref, si l'on trouve de l'ADN humain à l'intérieur de tout tissu testé, on en conclut immédiatement qu'il provient d'un humain, donc qu'il n'est pas d'origine extraterrestre. Ou s'il est confronté à des différences claires, on conclut alors que l'échantillon de tissu provient de quelqu'un avec un problème génétique, un trouble, une mutation, etc. Cela ignore d'abord le fait qu'il existe d'autres humains, en dehors de la Terre, mais pire encore, il semble ignorer que tous les organismes biologiques à base de carbone partagent une très grande partie de leur code génétique. Et dans le cas des mammifères, ils partagent presque tout leur code génétique, laissant les caractéristiques uniques entre les espèces à de petits marqueurs génétiques qui font toute la différence. Et cela vaut également pour des espèces similaires que l'on trouve en dehors de la Terre. Par exemple, votre chat domestique et un lion urbain interstellaire partagent plus de 95% de leur code génétique. Ce que je veux dire, c'est que trouver de l'ADN humain dans des échantillons de tissus supposément extraterrestres ne prouve pas qu'ils sont faux. Il semble que les chercheurs en OVNI considèrent comme acquis que pour que quelque chose soit extraterrestre, son code génétique doit être complètement différent de tout ce que l'on trouve sur Terre. Et donc, complètement inconnu de la science. C'est le cas de Lloyd P. et de son soi-disant crâne d'enfant des étoiles, qui a été trouvé dans une mine mexicaine au début du XXe siècle, si je me souviens bien, et qui s'est finalement retrouvé entre ses mains. Il a ensuite étudié le crâne sous des angles de vue médico-légaux, avec la participation de plusieurs experts dans leurs domaines respectifs, mais il a également réussi à effectuer des tests génétiques dessus. Et les conclusions étaient claires, une grande partie de son code génétique est inconnue de la science humaine. Cependant, comme la plus grande partie de son code s'est avérée être humaine, ils ont catalogué le crâne comme étant le produit d'un hybride, à moitié humain et à moitié extraterrestre. Mais comme je l'ai dit, cette grande partie de l'ADN semblable à celle d'un humain trouvé dans le crâne d'enfant des étoiles, ne fait pas de lui un hybride, car toutes les espèces humanoïdes à base de carbone partagent une très grande partie de leur code et de leur empreinte génétique. Mais je vous dis cela du point de vue et de la connaissance de ma science ici, car celle de la Terre est fortement biaisée et contrôlée, et suit toujours le modèle de l'évolution naturelle darwinienne. Par conséquent, il conclut facilement et à tort que des organismes similaires ne peuvent pas exister sur Terre, et ailleurs dans l'univers, en même temps. Mes prédécesseurs ont étudié de près l'affaire du crâne d'enfant des étoiles de Lloyd P. il y a quelques années, et j'ai pu étudier les dossiers qui se trouvent toujours dans les banques de données de ce vaisseau spatial. Le crâne montre clairement des modèles biologiques logiques qui indiquent que la créature était autrefois en vie et présentait plusieurs différences très substantielles avec un crâne humain, ce qui en fait un exemple définitif non humain, et une preuve irréfutable de l'existence d'extraterrestres. La colonne vertébrale est centrée sous le crâne, à un endroit beaucoup plus adapté que celui des humains, car il est plus équilibré, et plus solide et plus sûr aussi. Les os crâniens sont structurés très différemment, car ils sont disposés dans un ordre différent, tout comme les cavités oculaires. La mâchoire devait être beaucoup plus petite et différente de celle d'un être humain, même si l'os de la mâchoire manque, cela peut être conclu en étudiant la partie supérieure de celle-ci ainsi que ses points de jonction, entre autres choses. Mais la preuve la plus concluante était le code génétique, qui concluait clairement et de manière irréfutable qu'une grande partie de son ADN est inconnue de la science humaine. Pourtant, malgré cela, Lloyd P. a été ridiculisé et ostracisé par sa communauté scientifique. Ses détracteurs ont assuré au public que le crâne n'était rien de plus que les restes d'un enfant hydrocéphale, essentiellement avec un syndrome d'hypertrophie crânienne, ignorant complètement les conclusions médico-légales de base selon lesquelles les os du crâne étaient complètement fusionnés les uns avec les autres, ce qui indiquait que le crâne provenait d'un adulte entièrement développé et mature. Ils ont également ignoré tous les résultats ADN, en supposant qu'ils avaient été trompés d'une manière ou d'une autre.
Le crâne d'enfant des étoiles de Lloyd P est aujourd'hui presque oublié et ignoré, probablement légué à une boîte quelque part dans un sous-sol. P affirmait que le crâne était le produit d'une progéniture hybride d'une extraterrestre et d'une femme humaine, sur la base de ses tests d'ADN mitochondrial. Et tous les efforts de Lloyd P non seulement ont été vains car il n'a pu convaincre personne de son origine extraterrestre, mais ses efforts pour poursuivre son enquête et faire avancer ses conclusions auprès du public l'ont fait contracter une sorte de cancer rare. Tous ceux qui sont au courant savent que Lloyd P a été assassiné en utilisant un cancer artificiellement militarisé pour l'empêcher de poursuivre son travail, car il allait à l'encontre des intérêts de la cabale. Revenant aux momies péruviennes, à notre humble avis, elles ne présentent pas une structure morphologique ou physique-logique, comme le fait clairement le crâne d'enfant des étoiles de Lloyd P, et contrairement au cas des momies, nous connaissons l'espèce à laquelle il appartenait, qui est l'une des espèces de gris de Zeta reticuli, d'ailleurs amicaux. Mais laissant de côté la question de savoir si les momies étaient réelles ou non, car comme je l'ai dit auparavant, elles sont trop détériorées pour le savoir, et nous n'avons tout simplement pas suffisamment de données. Ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le cirque médiatique qu'elles ont provoqué et la manière dont tout cela est géré. Le chercheur en OVNI qui les a présentées au Parlement mexicain prétend avoir des preuves ADN qu'elles sont réelles, mais selon ses propres mots, il n'est pas autorisé à les présenter au public. Tandis que des personnes ayant autorité et provenant des universités mexicaines affirment simplement qu'elles sont fausses, et elles doivent l'être, simplement parce qu'elles le disent, imposant ainsi leur statut et leur autorité socialement acceptée sur cet enquêteur en OVNI, sans égard, ni intérêt pour les faits. Si l'enquêteur en OVNI a des faits, alors il devrait être autorisé à les présenter publiquement, et ce n'est qu'à ce moment-là que des conclusions devraient être tirées. Ce chercheur en OVNI, dont je préfère ne pas mentionner le nom ici, est injustement et cruellement attaqué par des personnes ayant du pouvoir et de l'autorité qui ont clairement atteint leur poste en étant socialement acceptables. Mais ce que je veux dire est que cela n'a rien de nouveau, comme je l'ai expliqué dans le cas de Lloyd P, même si on dirait que les gouvernements et la cabale ont l'intention de promouvoir l'existence des extraterrestres, probablement alors qu'ils préparent leur prochain grand faux drapeau, une fausse invasion extraterrestre. Ces personnes qui attaquent le chercheur en OVNI, suivent clairement encore des schémas de pensée qui datent d'une époque antérieure à l'agenda officiel de divulgation extraterrestre. S'ils ont la preuve qu'elles sont des faux, alors ils devraient présenter une telle preuve au public. Il en va de même pour l'enquêteur en OVNI, s'il a des preuves, il doit être autorisé à présenter ces informations au public, et ce n'est qu'en examinant les deux côtés que nous pouvons nous rapprocher de la vérité. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet, et j'adresse toute ma sympathie au chercheur en OVNI pour avoir été traité si cruellement, quelle que soit son intention ou sa motivation pour avoir décidé de présenter ces momies au Parlement mexicain. Il pourrait très bien avoir des preuves solides en main, prouvant l'existence d'extraterrestres. Et je lui adresse toujours ma sympathie, peu importe ce qu'il peut penser de moi, et de mon groupe. Honnêtement je m'en fiche. Je vois qu'il croit fermement en la véracité de ces momies. Je vois son enthousiasme, et c'est suffisant pour lui permettre de présenter son cas, bien que, à ce stade où j'écris ces mots, toutes les données indiquent qu'elles sont des faux. Et je lui adresse toujours ma sympathie parce que je sais à quel point il est difficile de prouver quelque chose d'extraterrestre. Et il est facile de se retrouver pris dans une escroquerie ou un agenda obscur, derrière n'importe quoi ou n'importe qui a fait les momies. Donc le chercheur en OVNI peut être utilisé comme bouc émissaire, en utilisant son enthousiasme contre lui et à leur avantage, et parce que j'ai plus tendance à croire en la petite personne qu'en les autorités officielles, qui je sais, mentent tout le temps. C'est un autre exemple de la manière dont la science humaine est complètement contrôlée et ne suit que les intérêts de ceux au pouvoir, ainsi que leurs agendas, sans oublier les médias, et la mentalité des gens. C'est aussi pourquoi mon groupe et moi ne pouvons fournir aucune preuve de qui nous sommes, car il ne peut jamais y avoir suffisamment de preuves d'extraterrestres,
même avec de l'ADN extraterrestre entre vos mains, et devant le Parlement d'une nation. Nous avons également été soumis à beaucoup d'abus au fil des ans, et nous sommes toujours là. Tout ce que nous faisons, c'est semer des informations et une autre perspective pour vous permettre d'avoir toutes les données nécessaires, pour tirer vos propres conclusions sur tout, sinon il y aurait un monopole complet de la vérité sous le contrôle de l'élite et de leurs intérêts louches. Et bien que j'aimerais interagir davantage avec beaucoup d'entre vous, avec qui je sais que nous deviendrions de très bons amis. C'est aussi pourquoi je suis obligé de fermer la section des commentaires de toutes mes vidéos, sinon je passerai tout mon temps à y répondre, à interagir avec les gens, à résoudre des conflits, etc., ce qui rendrait impossible pour moi d'écrire, et de publier des vidéos quotidiennement, et ce, en 2 langues. Enfin, il est également pratique pour nous de nous cacher derrière le voile de n'être pris que pour de la science-fiction. Cela nous protège, et de cette manière, nous concédons toutes les informations nécessaires sans être autant ennuyés. La preuve réside dans l'information, même si elle ne sera jamais suffisante, et pour celui qui a des yeux pour voir. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké et souscrit pour davantage, je l'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous, et soyez sages. Avec beaucoup d'amour, votre ami. Marie Svaro.